guerre va commencer maintenant. Et voilà, c'est l'entrée triomphale des AFC M23. Ils sont nombreux. J'ai vu le M23 prendre village après village. On ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. Nous allons libérer la République. Donc nous sommes déterminés aujourd'hui pour sauver notre pays. Goma, c'est la ville la plus importante que la rébellion a aujourd'hui. Nous sommes ici à Goma pour y rester. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment une des plus grandes villes de la République démocratique du Congo est tombée aux mains d'un groupe rebelle. Dans le précédent épisode de Fixers, une série de vidéos réalisées en collaboration avec Arte et des reporters de terrain partout dans le monde, je vous ai emmené en Ukraine avec Ignace Yves Laviorque pour parler de la guerre dans les tranchées. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets un lien en description et je vous remercie aussi pour tous vos retours. Pour ce nouvel épisode, on va cette fois-ci dans la région du Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, où en janvier 2025, un groupe armé a pris le contrôle de Goma, la plus grande et la plus importante des villes de la région. Le sujet dont je vais vous parler, il est assez compliqué à expliquer, donc accrochez-vous. Le Kivu, c'est une zone de conflit depuis environ 30 ans qui a fait des millions de morts à cause des violences, mais aussi de la famine et des épidémies. Aujourd'hui encore, la région elle est gangrénée par des milices, qu'elles soient congolaises ou étrangères, qui contrôlent des territoires, attaquent des villages, pillent, enrôlent de force et utilisent les violences sexuelles comme arme de terreur. Ces massacres et ces exactions, elles entraînent des déplacements massifs de population, des centaines de milliers de Congolais sont déplacés dans leur propre pays, et une fois que les villages sont vidés de leurs habitants, les territoires deviennent plus faciles à contrôler, mais surtout à exploiter parce que la région du Kivu est extrêmement riche en ressources naturelles. Sur place, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant des années avec le reporter congolais Sabiti Jafar Al-Katanti. Il est correspondant sur place depuis plus de 15 ans et il a travaillé pour beaucoup de médias. Covering the war between FARDC and M23 rebels in Kibumba. Il connaît super bien la région et grâce à lui, j'ai pu filmer plein de reportages sur le terrain, notamment dans les mines de coltan et de cassitérite qui sont utilisées dans la fabrication de nos téléphones portables et de nos ordinateurs. Mais on a aussi travaillé sur plein d'autres sujets comme la violence des groupes armés. Là, je suis avec un jeune combattant, il s'appelle Mutumishi. Il a juste 13 ans, c'est un gosse. Sabiti, il a grandi à Goma et vous allez voir à quel point c'est une ville hyper stratégique pour l'est de la République démocratique du Congo. Goma, c'est la capitale de la province du Nord Kivu. Et pas qu'une petite ville, hein, une ville avec près de 2 millions d'habitants. La deuxième ville la plus importante du pays, après Kinshasa, avec un aéroport international, un port qui relie à la capitale du Sud Kivu, Bukavu, et une frontière avec le Rwanda voisin. Goma est toujours jusqu'à aujourd'hui le hub de l'Est de la RDC, parce que quand on parle de la RDC à l'étranger, on voit aussi le minerai rare, dans le coltan, la cassitérite, qui travaille dans l'électronique, le smartphone, à travers lesquels nous sommes en train de parler maintenant. Et ces minéraux sont plus concentrés à l'Est et Goma est la porte d'entrée et sortie. En 2023, Sabiti m'avait parlé d'une grande offensive d'un groupe rebelle en particulier qui arrivait à s'emparer de plus en plus de territoires dans la région du Kivu et qui voulait prendre Goma, c'est le M23. En fait, à l'est de la République démocratique du Congo, il y aurait environ 250 milices armées, mais le M23 c'est sûrement la plus puissante pour deux raisons. La première, c'est que le groupe a une vitrine politique qui s'appelle l'Alliance Fleuve Congo, ou l'AFC. C'est pas un parti officiel du pays, mais il lui sert quand même à diffuser massivement ses idées politiques dans la région du Kivu, et c'est pour ça qu'on parle de l'AFC M23. La deuxième raison de sa puissance, et c'est sûrement la plus importante, c'est qu'ils sont soutenus humainement et matériellement par un pays voisin, le Rwanda. Et ça, pendant des années, le Rwanda l'a toujours nié. Au moment où Sabiti me parlait de cette grande offensive du M23, il m'expliquait à l'époque que des dizaines de milliers de Congolais fuyaient les zones de combat pour venir se réfugier dans Goma. Et je lui avais demandé d'essayer de documenter la situation de ces déplacés qui vivaient dans des camps géants autour de la ville et dans des conditions extrêmement précaires. Des huttes à sachets plastiques bâches que vous voyez derrière moi sont des logis pour des familles. Chaque hutte correspond à une famille.
Ce sont des Congolais qui ont fui la guerre. Cette population qui jadis nourrissait la ville de Goma par ses champs, par ses fermes, elle est aujourd'hui ici mendiant et sans aucune aide humanitaire internationale. Mimi naona huko unatengeneza chakula. Ni chakula gani hii? Ni maharage na mbunguru. Ulitoa wapi maharage? Tuelezee kwa urefu. Tunajua hapa mkambi hamuna msaada, maisha iko nguvu. Wewe hii maharage ulitoa wapi na hii mahindi ulitoa wapi? Hii maharage tu nilienda itoa tu msoko, nilienda tumikia mtu nikaenda iuza. Uko na watoto wangapi? Kuna watoto 6. Kule mwabale walitoka juzi tulikimbia kana tunatoka Masisi tukekea huko. Tulikimbia jia M23 na imefika kwetu ndio tukikimbia. Na bwana? Baba yao iko? Iko ni kwa jina alivunjika. C'est comme ça que vit toute cette population dans ces camps. Il manque de tout. Après ce tournage, on se parlait régulièrement sur WhatsApp pour qu'il me raconte l'avancée des troupes du M23, et en janvier 2025, ces messages ont commencé à devenir hyper alarmants. En fait, les craintes de Sabiti, elles sont justifiées parce que ce n'est pas la première fois que les rebelles du M23 pourraient s'emparer de Goma. En novembre 2012, ils avaient déjà réussi à battre l'armée congolaise et ils avaient occupé la ville pendant une dizaine de jours avant de se retirer sous la pression diplomatique internationale. Cette attaque, elle avait quand même marqué un tournant majeur dans le conflit à l'est du pays, en montrant que le groupe armé était capable de s'emparer d'une ville aussi importante. Le 21 janvier 2025, on apprend que les rebelles du M23 arrivent à s'emparer rapidement de plusieurs villes et villages au nord et au sud de la région du Kivu, et ils se trouvent désormais aux portes de Sake, qui est un lieu stratégique. C'est le carrefour de la route vers Goma qui permet l'approvisionnement de la ville et surtout la possibilité d'y envoyer des renforts. Et là, c'est important que je vous explique un peu quelles sont les forces en présence pour lutter contre l'AFC M23. En fait, parce que le Kivu, c'est une des zones de conflit les plus sensibles du continent africain, il y a depuis des décennies énormément de troupes armées étrangères qui sont censées apporter un soutien sur place aux soldats de l'armée congolaise qu'on appelle les FARDC. Ces militaires, ils sont d'abord soutenus par les Wazalendo. Wazalendo, ça veut dire patriotes en swahili. Et ces patriotes, ce sont des groupes de civils qui ont décidé de prendre les armes aux côtés de l'armée congolaise pour défendre le pays, mais sans en faire partie officiellement, et ils sont tolérés par le gouvernement. Ensuite, il y a des forces internationales comme les soldats de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Elle est présente dans la région du Kivu depuis 1999. Ce sont les casques bleus qui sont là principalement pour protéger la population et qui sont composés de militaires qui viennent de plusieurs pays différents, mais particulièrement d'Afrique du Sud et du Bangladesh. Il y a aussi dans la ville plusieurs milliers de soldats qui participent à une autre force armée, uniquement africaine cette fois-ci, qui s'appelle la SAMI DRC. Et enfin, vous verrez sur des images un peu plus tard dans ce format qu'il y a des mercenaires des pays de l'Est de l'Europe, surtout de Roumanie, qui travaillent pour des compagnies privées sous contrat avec le gouvernement congolais. Mais malgré la présence de toutes ces forces armées dans Goma, tout le monde se demande s'ils vont pouvoir faire face au M23. Le 22 janvier 2025, alors qu'il y a des combats dans Sake, le porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, publie un communiqué sur X qui annonce et officialise leur offensive pour renverser définitivement le pouvoir congolais dans la région, et il revendique, je cite, une action de libération du peuple de l'emprise de la coalition des forces du mal, pour parler des forces gouvernementales et de leurs alliés. Le 23 janvier, dans Goma, les habitants savent que la situation est grave, ils filment les allées et venues des forces armées congolaises qui se déploient, et sur cette vidéo, on peut voir un convoi militaire sud-africain en mouvement. Il y a très peu de vidéos de la ligne de front à ce moment-là, mais on sait qu'il y a des combats, notamment grâce à cette vidéo prise entre Sake et Goma, dans laquelle on peut voir un char de l'armée congolaise tirer en direction de Sake depuis cet endroit. La vidéo a été géolocalisée par les activistes de GeoConfirmed, un collectif de bénévoles spécialisés dans les géolocalisations. Dans mes échanges avec Sabiti à ce moment-là, il m'explique que la population est terrifiée et en colère contre l'avancée fulgurante des troupes du M23. Sasa tubombarde amo hapo, Mungu tukumbuke, ona ba blesse on.
Ça qui est tombé. Vraiment ça qui est tombé déjà. Le 24 janvier, après 2 jours de combat, on apprend que la ville de Sake est tombée et sur différents médias congolais comme Radio Okapi, mais aussi dans le canal Telegram de Voice of Congo, il relaie l'annonce officielle de la mort de Peter Chirimwami, le gouverneur du Nord Kivu. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir. C'est une obligation et cette obligation est patriotique. On apprend aussi que plusieurs soldats des forces de maintien de la paix, un Uruguayen de l'ONU, 9 Sud-Africains et 3 Malawites sont morts dans les combats. C'est là aussi qu'on comprend que ça va tellement vite qu'ils vont sûrement avancer immédiatement vers Goma. Mais pourtant, dans ses communications officielles, le gouvernement fait des déclarations qui n'ont rien à voir avec les témoignages et les images qui remontent des réseaux sociaux. Les autorités congolaises se disent confiantes et annoncent qu'elles ne laisseront pas le M23 entrer à Goma. C'est ce qu'explique le 25 janvier à la télévision nationale le porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. Le 25 janvier, sur ces images, on peut voir des véhicules militaires incendiés qui se trouvent à cet endroit. Ça veut bien dire que les troupes du M23 avancent et se rapprochent des portes de Goma. Ils ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres. Dans l'après-midi, l'ONU décide de relocaliser une partie de son personnel qui était présent à Goma. Ils écrivent, je cite, qu'ils relocalisent temporairement leur personnel non essentiel de Goma, tel que le personnel administratif et d'autres qui peuvent continuer à accomplir leurs tâches depuis un autre lieu en réponse à la détérioration de la situation sécuritaire du Nord Kivu. Et quand une organisation internationale de l'importance de l'ONU prend ce genre de décision, c'est que la situation est vraiment catastrophique. Le 26 janvier, tôt dans la matinée, les premières images des combats à une dizaine de kilomètres de Goma arrivent sur X. Les forces sud-africaines qui soutiennent l'armée congolaise combattent les rebelles du M23. Du coup, de nombreuses vidéos sont publiées où on peut voir des milliers de civils déplacés fuir ces combats. Cette vidéo, elle se passe ici au nord de Goma et elle montre des Congolais déplacés qui avaient trouvé refuge dans la ville depuis des mois, voire des années, qui préfèrent désormais la quitter. Dimanche 26, il y a eu attaque sur certaines positions FARDC, très proches de la ville, qui ont poussé les déplacés qui vivaient dans les camps de déplacés au nord de la ville à fuir aussi dans le centre-ville. Et ont commencé des mouvements de population qui ont créé aussi des mouvements de pillage. Le M23 arrive et rien ne semble pouvoir l'arrêter, et donc Sabiti, en tant que reporter qui a beaucoup documenté la guerre aux côtés des forces armées gouvernementales, il a dû faire un choix pour protéger sa famille. Tellement la ville était encerclée, j'avais pris mes précautions sécuritaires, j'avais quitté mon domicile pour prendre ma famille et moi dans un lieu que j'ai pris pour sûr. Du coup, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Et dans la soirée du 26 et le matin du 27 janvier, les premières vidéos de leur arrivée dans Goma sont publiées. Le M23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir. Vous le voyez avec leur matériel militaire. On peut y voir les rebelles entrer dans le nord de la ville, apparemment acclamés par la foule. Et voilà, c'est l'entrée triomphale des AFC M23. Ils sont nombreux. C'est une foule immense, mon Dieu créateur, fini pour la nation. Des vidéos de célébration comme celle-ci, il y en a énormément qui arrivent sur les réseaux sociaux. En réalité, les raisons de ces acclamations, elles peuvent être multiples. Pour certains habitants, le M23 incarne un mouvement de libération, quand pour d'autres, c'est la crainte de potentielles exactions qui les pousse à les soutenir. Les manifestants, en fait, ils crient Nanga pour parler de Corneille Nangaa. C'est un ancien haut responsable électoral de la République démocratique du Congo qui est devenu le leader politique de l'AFC M23 et c'est aussi un des opposants les plus puissants du pays. Pendant qu'il y a toutes ces scènes de l'arrivée des rebelles, on comprend aussi qu'il y a des violents combats à l'aéroport international de Goma.
Sur certaines vidéos, on peut voir et entendre des tirs de lance-roquettes et de mortiers. C'est notamment grâce à des soldats congolais et sud-africains qui se filment qu'on comprend qu'il y a une bataille importante. C'est en direct, hein. Vous voyez comment ils sont en train d'allumer le feu là-bas. Le Rwanda, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc nous sommes déterminés aujourd'hui pour sauver notre pays. Donc, l'ennemi n'est rien. Nous allons libérer la République. En fait, l'arrivée fulgurante du M23 dans Goma, c'est un choc pour beaucoup de soldats congolais et étrangers qui se sentent abandonnés par leur commandement militaire et le gouvernement. C'est que bon, bakonzi bakei biso totikali bon totiki na biso manduki totika kasi manduki po tomona bakonzi bakipe biso nzamba likolo nzambe senga biso. Les seuls militaires qui ont vraiment combattu contre le M23 à Goma, c'était ceux qui étaient dans l'aéroport et c'était la force spéciale des FARDC qui ont combattu pendant 2 ou 3 jours. Sur certaines images, on peut voir la panique de soldats qui décident de déserter et grâce à plusieurs vidéos, on comprend qu'une partie d'entre eux traverse directement la frontière pour se rendre aux forces armées rwandaises. Et une autre partie va essayer de fuir Goma par bateau, mais ils sont eux aussi interceptés. Force marine rwandaise balandi biso na bakano rapide ti baye koencadre biso ti bakangi biso nyonso mateka bato mobimba ndenge toza plus de 500 hommes militaires des FARDC nde yango bazokende biso ke bake kotika biso na maboko ya rebelle ya M23. Merci vieux, peut-être kozala vidéo na ngai ya suka ya kotindela po naza sire ke bakobotola biso ba appareil na ko maltraiter biso. Il y a aussi des soldats qui sont restés à Goma, mais qui ont fait le choix de se réfugier dans la base des casques bleus de la MONUSCO, qui se trouve ici, parce qu'il y avait de fortes chances qu'ils soient protégés à l'intérieur. FARDC inajirandre ku MONUSCO. Va mingi kabisa kabisa. C'est aussi le choix qu'ont fait les paramilitaires roumains, qui ont ensuite été emmenés au Rwanda pour être renvoyés en Europe. Les images de leur extradition, elles ont fait le tour du monde et sur les réseaux sociaux, beaucoup de Congolais se sont indignés et moqués de ces mercenaires qui ont tout abandonné derrière eux. Les armes ont été jetées un peu partout dans les rues de Goma, non seulement par l'armée, mais aussi par ces mercenaires qui étaient d'ailleurs mieux équipés que les FARDC. Très vite, en regardant les vidéos qui circulent, tout le monde se demande combien de personnes ont été tuées et surtout combien de civils sont morts. Dès les jours suivants, on se rend compte qu'il y a eu des massacres dans toute la région de Goma. Certains jeunes, poussés peut-être par le patriotisme, ils ont pris les armes pour vouloir aider les FARDC et ils n'ont pas tenu. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de morts. Donc il y a eu beaucoup de morts, bien sûr, dans les combattants, aussi dans les civils. De son côté, le M23 se félicite de cette grande victoire et voit même plus loin. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Depuis la prise de la ville, la plupart des Congolais déplacés ont quitté les camps dans lesquels ils vivaient. Sabiti a pu retourner sur place pour filmer ce qu'il en reste. Là, je suis dans le camp des Mugerois, qui n'existe plus. Tel que vous voyez, la nature a repris ses droits. Pendant 3 ans, plusieurs centaines de milliers de personnes ont vécu ici, autour de cette école et de cette église de Kanyaruchinya, bâtissant de petites tentes en bâche plastique, vivant comme des déplacés internes fuyant les avancées des troupes de M23 AFC. Par terre, on s'est quand même retrouvé des traces de bâches plastiques déchiquetées en lambeaux laissées par les déplacés lors du démantèlement de leur camp, détruit par la rébellion.
En début de vidéo, je vous ai expliqué que pendant très longtemps, le Rwanda a tout fait pour garder secret son soutien à l'AFC M23, malgré des enquêtes internationales et des preuves incontestables. Et le 22 janvier 2026, un an après la prise de Goma, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a officiellement déclaré dans un communiqué, je la cite, que le Rwanda s'engage dans une coordination sécuritaire avec l'AFC M23, je le dis clairement, afin d'instaurer la confiance par la transparence. Suite à ces propos, le leader de la FCM23, Corneille Nangaa, a lui déclaré de son côté que le Rwanda ne soutient pas le groupe armé, mais qu'ils collaborent ensemble. Le président congolais Félix Tshisekedi a lui aussi pris la parole suite aux déclarations de l'ambassadrice. Cet aveu constitue un tournant majeur, mais permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce point. Aucune cause, aucun récit, aucune justification sécuritaire ne peut légitimer l'occupation de fait, les administrations parallèles, les déplacements forcés, ni la prédation des ressources au détriment d'un État membre des Nations Unies. Près d'1 million de déplacés étaient dans la ville de Goma. Le fait que le M23 prenne Goma, maintenant ils sont importants à la table de négociation, ce n'est plus un petit groupe armé que le gouvernement de Kinshasa traiterait comme il le voudrait. Qu'est-ce qui a changé à Goma depuis la prise de pouvoir par le M23? Goma manque de tout. Goma n'a pas de banque opérationnelle. Tu as été à Goma, tu connais Goma, c'est une ville de commerce, c'est une ville d'affaires et on n'a pas de banque opérationnelle. L'aéroport est fermé. À ce jour, nous sommes complètement coupés ou quasi complètement coupés du côté gouvernemental. Parce que, vous savez, le Congo étant grand et n'ayant pas de bonnes routes, ce qui liait les Congolais, c'était les avions. Et comme l'aéroport est fermé, c'est fini. La vie est très difficile à Goma. On survit, on ne vit pas. Sabiti, est-ce qu'il y a un message que tu voulais faire passer sur la situation au Kivu de manière plus générale? Il est quand même temps que les gens disent assez. Il y a eu beaucoup de morts seulement à Goma. Mais on parle que de Goma. Mais la guerre ne s'est pas limitée à Goma. On parle de Goma parce que c'est là où je suis. Mais la zone sous contrôle rebelle est déjà plus grande que le Rwanda voisin. Donc la rébellion gère déjà une zone qui peut devenir un pays. Donc pour nous, là je ne parle pas qu'en tant que journaliste, je parle aussi en tant que citoyen congolais résident à Goma. Il est temps que les protagonistes voient comment mettre fin à ceci. Il faut savoir qu'il y a toujours des combats dans différents endroits de la région du Kivu. Des négociations ont lieu depuis plusieurs mois pour essayer de mettre en place un cessez-le-feu mais qui n'est pas réellement respecté. Et en attendant, ce sont les populations civiles congolaises qui subissent les violences de ce conflit. Voilà, c'est la fin de ce format, merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain se déroulera en Cisjordanie dans les territoires occupés. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Arte sans qui ce format n'existerait pas. Merci encore pour votre soutien, à très vite.